Bonjour, alors les outils DevOps au service de la formation DevOps. Je me présente, je m'appelle Hugues Lepezan, je travaille chez Claranet en tant qu'ingénieur DevOps. Claranet est une entreprise qui se dit apprenante et c'est pour ça qu'a été créée la Claranet Academy, qui est un service dans lequel j'interviens et notamment je dispense des formations autour de Terraform. Terraform. Ça réagit pas très vite. Terraform ou OpenTofu, c'est pareil. Et c'est sensible. Très sensible. Bon. Terraform, Ansible, etc. Alors, comment se déroule une journée de formation? Comment se déroulait une journée de formation? C'était simple. La première partie, je déroulais des slides où je présentais la technologie qu'on allait aborder, et une deuxième partie beaucoup plus interactive où les participants sur leur ordinateur portable suivaient un scénario qui ressemblait assez près à un escape game dont l'objectif était, dans le cadre de la formation Terraform, de monter une infra dans AWS en utilisant Terraform et exclusivement Terraform, et dans le cadre de la formation Ansible, de déployer un WordPress, de configurer un MySQL, etc. Pour les deux cas, ils allaient utiliser des composants déjà existants ou créer, dans le cas d'Ansible par exemple, ils pouvaient être amenés à créer leur propre rôle Ansible. Alors l'intérêt de ce genre de formation, c'est qu'on pouvait, comme j'étais en présentiel, je pouvais intervenir sur les laptops, on faisait du code à quatre mains, et je débloquais les participants qui étaient bloqués sur certains trucs. Et voilà. Le problème, c'est que, on l'a tous connu, on a été confinés un moment, il y a 2 ans, et le souci, c'est que nous, les programmes de formation, ils sont planifiés sur plusieurs mois, et on pouvait pas, on nous a demandé de continuer à faire les formations, et donc il a fallu trouver un moyen pour conserver le système d'atelier, qui était la partie la plus importante de la journée de formation. Et alors pour ça, j'ai monté rapidement une infrastructure, toujours dans AWS, je suis fan, où les participants, cette fois-ci, se connectaient en SSH sur des machines Linux avec leur clé SSH et se retrouvaient dans un environnement sur lequel moi aussi je pouvais me connecter pour faire du code à quatre mains. C'était beaucoup plus simple que de faire du partage d'écran, etc. Mais j'ai rencontré déjà quelques problèmes. Alors, premièrement, ça n'a pas l'air évident pour tout le monde. Malheureusement, une connexion SSH sur un environnement Linux, en fonction de de ce que vous êtes, de ce que vous venez, en fonction du participant, c'était pas évident. Il y a des gens qui viennent de chez Windows, il y a des gens qui ne connaissaient pas Linux, qui ne connaissaient pas SSH, et je perdais aussi beaucoup de temps en début d'atelier à configurer les accès de tout le monde pour qu'ils puissent se connecter en SSH. Deuxième problème que j'ai rencontré, et ça c'est malheureusement la vraie vie, c'est comment en mode console utiliser un éditeur de texte. Donc là, moi j'aime bien Vim, j'adore Vim, je le connais, j'utilise depuis 25 ans. Donc j'avais laissé Vim et Nano sur les machines. Mais pareil, comme pour SSH, il y avait une certaine frilosité à utiliser un éditeur de texte. Les gens étaient perdus. Et ce qui est dommage, parce que quand vous faites un atelier dans une formation, l'adoption de la technologie que vous essayez de faire dans le cadre de la formation, si l'atelier se passe mal, les gens vont considérer que tout va mal. Donc il fallait que je trouve une solution pour régler au moins ces deux problèmes. Et en regardant une vidéo d'un monsieur qui s'appelle Philippe Charrière, qui n'est pas là, qui je l'ai vu en fait coder dans un navigateur web du Go. Je dis c'est génial, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc ce que j'ai fait, c'est que je dis on va remplacer les machines Linux par des instances code server. Donc code server, c'est une interface web qui vous permet d'avoir du Microsoft Visual Code pratiquement en web, donc on oublie les problèmes de connexion SSH puisque maintenant c'est du web. Et vous avez aussi la possibilité d'ouvrir un terminal et de vous retrouver sur la machine, donc de pouvoir lancer les commandes que les gens devaient lancer pour faire du Terraform ou du Ansible. Donc je règle mes deux problèmes, le problème de connexion SSH et mon problème d'éditeur de texte, puisqu'en fait là, les participants se retrouvent avec un environnement qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent, et donc je retire pas mal de points de blocage.
Alors du coup, j'ai revu mon infrastructure AWS en me disant, là on fait que du web, donc je vais déployer des instances code serveur. Chaque participant va avoir, comme pour les instances SSH, il va avoir sa propre instance code serveur. Il va appeler une URL qui va être la sienne. Le load balancer va, en fonction de l'URL qui est demandée, rediriger le participant sur son instance code serveur. Et moi, en tant que formateur, je conserve le bastion pour m'en servir comme rebond SSH et me connecter sur l'instance code serveur du participant pour le débloquer. Donc on retrouve exactement la même convivialité qu'on avait en présentiel. Moi, je ne suis pas perdu, eux ne sont pas perdus, donc c'est très bien. Donc quels sont les outils que j'ai utilisés pour déployer cette infrastructure? Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai créé ma propre AMI. Alors une AMI, c'est une image système chez les cloud providers, enfin chez AWS, ça s'appelle AMI. Et j'utilise un logiciel qui s'appelle Packer, qui est fourni par HashiCorp, qui permet, à partir d'une AMI de base, typiquement une Debian 12, d'exécuter un certain nombre de scripts bash et de customiser votre AMI, de générer une nouvelle AMI que vous allez pouvoir utiliser pour déployer avec OpenTofu vos instances code serveur. Pourquoi passer par une AMI? C'est que vous allez beaucoup plus vite. Parce que quand vous allez popper votre instance EC2, elle va utiliser votre image système qui est déjà préconfigurée, préinstallée. Et donc, assez rapidement, on est en dessous de la minute, vous avez une instance et un code serveur qui démarre. Et puis, c'est du script bash. C'est quand même assez simple, le bash. C'est bien. Donc voilà, donc gain de temps pour le déploiement. Ensuite, j'ai utilisé Terraform et surtout pour déployer mon infra, parce que je ne travaille que avec Terraform pour l'AWS, je n'ai jamais fait de console web. Et je me suis dit, on va utiliser principalement les modules de la registry Terraform. Donc il y a certains modules qui arrivent avec la registry qui sont en fait des modules tout faits et qui vont me permettre de gagner énormément de temps et de temps dans le code aussi, puisque là, par exemple, le module VPC que j'utilise en version 5.16, avec 40 lignes de code, j'utilise 3800 lignes de code Terraform derrière. Mais ça ne se voit pas et ça va très très vite. Donc ça, c'est bien, ça permet aussi, c'est un peu une bonne pratique chez nous. Donc on a une uniformisation du code, et puis ouais. Ce qui est important aussi, c'est d'utiliser les codes avec des versions. On en verra un peu plus loin tout à l'heure. Donc j'utilise tous les modules disponibles, que ce soit pour le VPC, les EC2, le load balancer, etc. etc. Ensuite, comme on est des professionnels, enfin en tout cas on l'essaye de l'être, j'ai ce projet est dans un repo GitLab. Et donc, j'utilise les pipelines de CI/CD de l'entreprise pour gérer ce code-là, pour exécuter ce code-là. Je peux l'exécuter de mon poste de travail, mais je l'exécute aussi de là. L'avantage d'utiliser les pipelines de GitLab CI/CD, de CI/CD, c'est que je vais pouvoir ajouter des tests dans l'exécution de ma pipeline. On voit par exemple, là j'ai le test Terraform FMT qui vérifie que le texte est correctement, le code Terraform est correctement formaté. J'ai le Terraform Validate qui vérifie que la syntaxe est plutôt bonne. Et il y a deux autres outils que j'appelle dans cette pipeline de CI/CD, c'est TFLint, qui est un linter de code Terraform, qui va s'assurer que mon code respecte certaines règles, comme des conventions de nommage, comme vérifier que les modules que j'appelle utilisent bien une version, obligatoirement, s'assurer que les variables que j'utilise sont bien utilisées dans mon code, on n'a pas de pollution comme ça, que mon code n'utilise pas de syntaxe obsolète, par exemple. Ça, c'est TFLint qui me permet de le faire. Un autre outil que j'utilise, qui est plus axé sécurité, c'est Trivy de chez Aqua. Trivy, c'est un scanner de vulnérabilité qui va scanner mon code et qui va me remonter des alertes s'il s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne sont pas dans les bonnes pratiques ou qui peuvent être source de vulnérabilité. Typiquement, est-ce que le load balancer que je viens de me monter, est-ce que c'est normal que le port 80 soit ouvert sur 0.0.0.0/0, c'est-à-dire la terre entière? Pour Trivy, c'est une erreur. Donc je peux mettre des flags si pour moi c'est normal, je peux mettre des flags dans mon code pour dire à Trivy, ça tu ignores, mais en fait c'est un flag que je pose de manière tout à fait confiante, et donc ça ne devient plus une faille de sécurité puisque c'est voulu.
Alors c'est très bien, mais comme vous le voyez là, la pipeline de CI/CD, elle s'exécute entre 8 et 10 minutes. Ça dépend de la disponibilité des pods dans le cluster Kubernetes. Donc ça peut être très long. Moi, quand je développe ma plateforme, à chaque fois que je fais un commit, ça déclenche un pipeline. Si je dois attendre 10 minutes que ça exécute, ça me fatigue. Et puis de toute façon, je préfère exécuter Terraform sur mon poste de travail. Mais comment est-ce que m'assurer que mon code va passer la pipeline sans difficulté et que je ne vais pas être obligé de tout refaire après? Donc, pour ça, j'utilise Precommit. Mon Precommit est installé sur mon poste de travail. Precommit, c'est un hook de Git qui va intercepter tous les commits que je vais faire dans mon code et qui va déclencher un certain nombre de tests qui vont généralement être les mêmes qui sont configurés dans la pipeline de CI/CD. On voit par exemple là que je déclenche le tflint, que je vais déclencher le Trivy aussi. Il y a d'autres tests qui sont déclenchés. Et il y a un petit dernier qui est sympa, c'est commitlint, qui va juste s'assurer que le commit message que vous envoyez, il est un peu conséquent. Il vous faut un sujet et une phrase qui explique que vous allez faire le commit message plop, ça ne passe pas. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est une contrainte qu'on va imposer donc aux développeurs pour qu'ils prennent l'habitude de mettre autre chose que plop dans leur message de commit, qu'on ait un peu une trace de ce qu'ils font. Alors ça, c'est très bien. Donc on a une plateforme qui tourne avec Terraform, qui va utiliser des modules de registry. Et généralement, les formations, moi, je les fais une fois tous les mois. Donc je ne suis pas non plus tout le temps à vérifier que mon code est bien à jour, etc., avec les modules. Donc je vais utiliser un autre produit qui s'appelle Renovate. Renovate, c'est un projet qui est sur GitHub, que vous pouvez forker dans votre GitLab ou dans votre environnement GitHub. Sous une forme, ensuite, vous allez l'abonner à votre projet à vous, et ça va déclencher à intervalles réguliers. Il va venir scanner votre code et vérifier, dans le cadre de Terraform, vérifier que s'il voit qu'il y a des modules qui sont utilisés, vérifier s'il y a des modules plus récents. Il va ouvrir une issue à chaque fois qu'il va découvrir une modification ou un module plus récent. Là, on voit qu'il a découvert que le module VPC était sorti en version 5.17. Cette issue, elle va être associée à une merge request. Donc, du coup, c'est une nouvelle branche qui aura déclenché la pipeline de CI/CD et ça vous permet donc de vérifier que votre code Terraform, il fonctionne avec la nouvelle version du module. Ce qui est quand même assez pratique. Tout ce travail de suivi, c'est plus vous qui le faites, c'est le bot Renovate qui le fait pour vous. Alors Renovate, c'est sympa, mais je vous préviens tout de suite, et là je pense que les développeurs vont adorer, ça ne fait pas que du Terraform. Ça fait du .NET, du Go, du Java, du JavaScript, du Node, du PHP, du Python, du Rust, du C, de l'Ansible, du Kubernetes et des modes et du Helm. Ça fait tout plein de trucs. Donc c'est vraiment un truc que je vous conseille, si vous, quoi que vous codiez, utilisez Renovate. Voilà. Donc, une petite démo, si j'arrive à cliquer sur, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Viens là la souris. Hop. Bon, mot de passe. On verra ça pour. J'ai plus beaucoup de temps, donc on va essayer de faire vite. Donc là, en fait, on se retrouve avec un code serveur qui faut tout. On peut ouvrir un terminal, etc. Voilà. Alors la suite. Il faut que je revienne sur. Hop. Alors, c'est quoi la suite? Alors là, la suite, c'est en fait l'avantage de faire des formations et d'avoir du code comme ça, c'est que c'est un vrai jeu, c'est un vrai bac à sable, et on peut faire plein d'expérimentations. Donc la suite, ça va être de continuer à faire de l'AWS, mais d'utiliser des fonctionnalités que le cloud provider va nous permettre, comme se passer du Bastion pour utiliser SSM Agent et se connecter directement sur les codes serveurs. Ça va être éventuellement aussi de porter ce code pour Azure et pour GCP, de manière à monter en compétence sur ces cloud providers-là, ou OVH, s'il y a des gens qui me filer des crédits, ça me va très bien. Et peut-être éventuellement de publier ce code Terraform et ce code Packer pour que d'autres personnes puissent l'utiliser et mettre en place ce genre d'infrastructure
chez eux, dans leur entreprise, dans le cadre de formation ou quoi que ce soit. Je vous remercie. Ça paraît très gros. Merci Sylvain pour Slidesk. Merci beaucoup de votre présence, de ne pas être parti manger des fouets très vite. Et le QR code qui vous permet de me donner un feedback, il est -3 secondes. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.